Racontez-nous. Alors en fait, notre histoire, c'est l'histoire de Thiago et Candice. Alors l'histoire aussi de notre famille aussi, mais l'histoire principalement de Thiago. Thiago et Candice, ce sont des jumeaux nés très grands préra. On a un petit problème de micro, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, on va récupérer le son. Si la demoiselle se dit, c'est bizarre. J'entends parler dans des micros, j'entends parler dans des sucettes. Il n'y a pas de son qui sort des sucettes. Je m'entendais déjà un peu mieux. Voilà, allez-y, on vous écoute. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Thiago et Candice. Donc c'est des jumeaux très grands préma qui sont nés à 6 mois et 5 jours. Donc ils sont nés à La Roche-sur-Yon et ils ont tout de suite été transférés sur Nantes parce que très grande prématurité, La Roche ne pouvait pas s'occuper d'enfants si grands prématurés que ça. Nous on a pu pouvoir s'occuper d'eux un petit peu et les voir avant qu'ils partent en trajet pour faire La Roche-Nantes. Thiago et Candice ont été très bien accueillis à l'hôpital. Ça a été vraiment une chose qu'on tient d'abord à dire avant tout, que ce soit l'équipe de La Roche-sur-Yon et l'équipe du CHU de Nantes, de tout ce que les infirmières, le corps médical fait et a fait pour son frère et sa sœur. Donc mis en service de réa tous les deux. Thiago, au bout de 15 jours, 3 semaines, lui a fait, donc son frère jumeau a fait un AVC. Donc, ce qui fait que du coup, une partie du cerveau n'a pas été oxygénée pendant un laps de temps. On ne sait pas exactement combien de temps, mais on suppose que ça peut être à ce moment-là. Et ce qui fait que derrière, ça a entraîné une paralysie cérébrale, qui fait qu'en fait, tout le côté gauche a été vraiment comme un AVC pour un adulte, en fait, vraiment mobilisé. Et qui fait que derrière, il a eu perdu. Il avait du mal à faire l'usage de sa main et toute sa jambe. Donc du coup, pour l'instant, il ne marche toujours pas. Il a récupéré l'usage, entre guillemets, de sa main. Ils ont 3 ans, les enfants, ils ont 3 ans et demi. Ils ont 3 ans et demi aujourd'hui. Ils sont scolarisés tous les deux. Pour l'instant, dans un milieu classique. On va essayer de faire le plus possible, bien sûr, autant qu'on peut. Donc voilà pour lui. Il ne marche pas pour l'instant, mais le reste, au niveau du cerveau, pour l'instant, va bien. Il faudra surveiller aussi certaines choses pour lui parce que on peut s'apercevoir qu'avec cette maladie-là, pour lui, il peut y avoir des crises d'épilepsie qui peuvent s'enchaîner derrière. C'est ça, il y a d'autres maladies qui peuvent arriver. Qui peuvent apparaître malheureusement au fur et à mesure de leur croissance, qui arrive un peu pour elle aussi là. Donc, et elle principalement, donc du coup, au bout de 15 jours de vie, on appelle le matin, comme tous les matins avec ma femme, pour aller au CHU de Nantes. On y va tranquillement, tout allait bien, la nuit s'était bien passée. On arrive là-bas, branle-bas de combat. On nous prend à part, ma femme et moi, dans un petit salon à côté du service de réa. On se demande pourquoi on nous prend, parce qu'on nous avait dit tout va bien, machin. On voit un peu la panique dans le service. On nous demande tout de suite de savoir si on souhaite baptiser notre fille. Ah oui. Et là, je peux vous assurer que c'est une douche froide. Donc, on nous a demandé de savoir. On vous annonce le pire. On nous annonce le pire et éventuellement le décès de notre fille. Ce qui pour nous n'était pas concevable, en fait, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. On s'était jamais dit que voilà, comme ça, lui dire au revoir ou quoi que ce soit. Donc, non pas par conviction, par non-foi ou non-conviction, on n'a pas voulu la baptiser, on leur a dit non. Vous avez une possibilité de l'opérer, de faire quelque chose, vous le faites. On a une chance peut-être sur 100 de pouvoir la sauver ou de l'aider, on le fait. Il faut tenter. Il faut tenter. Et vous avez bien fait de tenter. On a bien fait parce que moi, on avait pu la voir un petit peu avant l'opération. On lui a dit de toute façon, t'as pas le choix. Moi, ma fille, je lui dis, t'as pas le choix. T'as deux solutions. Te battre. Soit tu te bats et nous, on te tend la main, on te tirera vers le haut, on fera ce que tu voudras. Soit, malheureusement, t'as pas la force de te battre et t'as pas l'envie de te battre. Et on sera obligé de te dire au revoir. Mais derrière, elle a écouté un petit peu son papa. Et c'est une petite mère courageuse. Très courageuse. Très courageuse. Très courageuse parce que vous me disiez tout à l'heure qu'elle a quand même passé les 2 premières années de sa vie à l'hôpital. Elle est restée 2 ans non-stop à l'hôpital. On a réussi à la sortir avec l'équipe médicale. Parce que du coup, ça a été un combat et un choix au niveau de sa santé. Parce qu'elle a été nourrie par cathéter. Elle a été nourrie par cathéter. Il fallait cathéter, c'était impossible nous de l'avoir à la maison. Oui. Des soins trop importants avec un frère en situation de handicap et une grande sœur
qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr. Donc des soins trop importants, des infirmières qui ne voulaient pas prendre de risque sur un enfant de faire des soins aussi importants à la maison. Une responsabilité trop importante d'infection après éventuelle à la maison. Donc on a fait un choix de la nourrir autrement par sonde au niveau de l'estomac. Et du coup, là, depuis quasiment presque sa naissance, elle est nourrie uniquement par sonde au niveau de son estomac. Ils ont réussi à trouver des morceaux d'intestin qui ont été sains, parce que les 3/4 quand même ont été enlevés presque à la naissance. Et ce qui fait qu'elle est nourrie uniquement par ça et qu'elle ne mange rien par la bouche. Elle parle quand elle a envie de parler, il n'y a pas de souci. Elle peut faire certaines choses si mademoiselle est décidée. Comme tous les enfants de son âge, je serais tentée de vous dire. Oui, mais alors encore plus... Un petit peu plus difficilement pour elle. Parce que si on rentre dans l'affrontement avec Candice, vous allez vous heurter à un mur. C'est bien compliqué. Vous allez vous heurter à un mur parce on va dire qu'elle a une volonté et que derrière, si elle a envie de dire non, on dira non. Et heureusement qu'elle a eu cette volonté. Oui, elle a cette volonté, mais heureusement qu'elle l'a eu. Il faut la gérer. Il faut la gérer. C'est compliqué pour le personnel et les gens qui ne connaissent pas. Les débuts de l'école ont été un peu compliqués. Pour ceux qui ne connaissent pas notre fille et son caractère, c'est compliqué à gérer. Et pour accompagner vos enfants, justement, vous avez créé une association, Family Twins Asso. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ? Alors, c'était une idée qui a commencé à germer il y a quelques mois de ça, parce que ça fait 6 mois que l'asso est créé, c'est vraiment tout récemment. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais quand ils commencent à avoir le temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants aussi, donc nous, on a pu souffler un petit peu quand même. On a créé ça pour pouvoir créer d'autres contacts avec des familles aux alentours. Parce que moi je trouve que c'est important que chacun crée son asso pour son enfant, c'est normal. Mais je souhaite aussi qu'on puisse, entre d'autres assos avec des enfants en situation de handicap, de pouvoir créer une chaîne humaine entre nous et de créer vraiment un relationnel. De pouvoir se dire, toi tu as fait ça, tu peux aider, tu peux te dire, moi j'ai un petit truc. Et j'aide aussi d'autres assos, d'autres personnes, d'autres parents avec des assos comme ça. Donc le but c'est de nous aider ça. Donc en fait le but de l'asso c'est de pouvoir sensibiliser beaucoup sur le monde du handicap. Ce qu'on veut faire en essayant d'intervenir dans des écoles, dans des lieux publics et de pouvoir voir les gens et de leur montrer ce que c'est que le handicap et pas que les gens en aient peur. Et ça passe vraiment par l'école, par la petite enfance, parce que les enfants, ils n'ont pas d'a priori les uns envers les autres. Et s'ils sont en collectivité avec d'autres enfants qui sont en situation de handicap, pour eux, ce sont des enfants avant tout. Oui. C'est pas le handicap qu'ils voient, c'est l'enfant. Et ça leur permet de leur ouvrir l'esprit pour les années à venir, et puis peut-être celui des parents aussi. Et parce que le handicap, on met tout de suite, mon fils il a une paralysie cérébrale, on dit cérébrale, qui dit cérébrale, pour eux ils disent enfant débile. Non, en fait, si vous voulez, il n'y a que la marche qui ne fonctionne pas. Le reste du cerveau a pu se développer, et en fait, quand on est en situation de handicap, quand on perd un sens, en fait, le reste est comblé. En fait, on a une machine de cerveau, de corps humain qui est assez bien faite, qui compense. Il y a un manque quelque part, il y a une compensation derrière. Et il y a plein de petits gestes que eux ils peuvent faire qui semblent anodins pour une personne avec aucun handicap, qui font que nous ça paraît quelque chose de complètement fou. Donc on veut vraiment montrer aux enfants le handicap, qu'ils puissent vivre avec. Moi mon fils à l'école il a son fauteuil. C'est les filles qui poussent le fauteuil de mon fils et elles se battent pour le faire. C'est bien, il est malin. Oui, il est malin, il a compris comment se faire avec les filles. Mais donc voilà, donc après c'est particulier, et du coup c'est pour ça qu'on a créé notre asso. Et en fait du coup aussi pour les aider, on a besoin de faire des stages de motricité, on a besoin de faire des stages de stimulation neuronale aussi, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et tout ça a un coût. Bien sûr. C'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Si on veut les aider au plus, il faut faire des stages le plus souvent possible. Oui, pour les stimuler le plus possible. Pour les stimuler, parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un de malade. Si on veut continuer à le stimuler, à essayer autant bien qu'on peut
les stimuler, faut les accompagner. Il faut continuer à faire des choses pour voir que tout ça se fasse. Et vous parlez du coût qui n'est pas pris en charge pour aider à stimuler vos enfants. J'imagine aussi peut-être que l'un d'entre vous s'est arrêté de travailler pour rester à aider les enfants et ça, c'est un salaire en moins et c'est des moyens en moins pour... On va dire qu'au tout début, quand la grossesse de ma femme s'est arrivée, du coup, elle s'est arrêtée au niveau de sa grossesse. Oui. Donc déjà ça, et après donc du coup elle a complètement mis sa vie personnelle entre parenthèses. Pour l'instant sa vie tourne autour uniquement des enfants et de ce qui se passe avec les enfants. Donc c'est pour ça qu'elle a le projet de sensibiliser pour un petit peu reprendre une vie sociale et professionnelle, parce que elle est 2 ans de ma fille à l'hôpital, ma femme a passé 2 ans aussi à l'hôpital. Ça veut dire que 2 ans, socialement, elle ne voyait... Et à Nantes, tant qu'à faire. Et à Nantes, tant qu'à faire. Donc on faisait quasiment tous les jours du trajet à Nantes pour aller voir mademoiselle. Donc moi, j'ai repris un peu le travail un coup que mon fils était rentré à la maison, parce que j'avais dit à mon employeur que tant qu'il n'y en a pas un enfant qui est stabilisé, je ne reprends pas le travail. Il était hors de question que je puisse m'occuper de mon travail et faire mon travail alors que j'ai un enfant qui est à l'hôpital. Bien sûr. C'est compliqué de gérer les urgences à la maison et d'être complètement... Moi, je suis chauffeur poids lourd, donc être sur la route tous les jours, avoir l'attention sur la route et l'attention à la circulation avec une enfant en situation de handicap, 2 enfants, pardon, c'est super compliqué d'avoir un coup de fil et se dire oula, là, c'est l'hôpital qui m'appelle. Ah, ça sent pas bon. Donc voilà, donc imaginez bien une sonnerie de téléphone à un moment de temps. Donc voilà, et aussi on a tenu dans notre démarche d'association, on a tenu à mettre en partenariat le fonds de dotation du CHU de Nantes, parce que en fait, quand ma fille a été hospitalisée, on a bénéficié un petit peu de chambres expérimentales néonatales au CHU de Nantes, qui permettait qu'en fait les parents aient un petit studio pour pouvoir dormir confortablement et vivre un petit peu dans la chambre de l'enfant. Il y avait l'espace chambre-enfant, mais il y a l'espace aussi où le parent pouvait amener sa nourriture, vivre un petit peu sur place, faire un petit studio. Et ça a un budget, et derrière ils veulent mettre ça, ils veulent créer une 30aine de chambres comme ça dans le nouvel CHU. Et donc l'association pourra contribuer. Comment est-ce que vous arrivez à collecter de l'argent via l'association ? Alors on a mis une cagnotte sur Hello Asso. On en parle autour de nous. Ça, comment est-ce qu'on peut vous aider en gros ? On a une cagnotte sur Hello Asso. On a notre site Facebook Family Twins Asso avec le nom de l'asso, et on met de temps en temps quelques petites actualités de ce qui se passe avec les enfants, de ce que nous on fait. On contacte, donc on a notre cagnotte sur Hello Asso où chacun peut aller librement mettre son petit don libre de choix. Et après, on contacte à des fois d'autres associations un peu plus importantes en Vendée. Donc on est parrainé par Kids Day Vendée aussi, qui s'occupe d'enfants en situation de handicap. Et la semaine prochaine, grâce à eux, on va aller voir les Pères Noël à moto faits par une autre association, et ils partent du Puy du Fou et ils arrivent à La Roche avec leur moto. Les motards ont payé un certain prix pour faire le parcours. Et du coup, une partie va être reversée à 3 enfants en situation de handicap. Donc l'objectif de l'association, c'est de collecter, c'est de faire connaître déjà le handicap, de sensibiliser les plus jeunes, dès le plus jeune âge, dès l'école, finalement les copains et les copines de Thiago et de Candice, au handicap, et par le biais des enfants, forcément les parents. C'est, je vois la grande prématurité, peut-être aussi de travailler autour de la grande prématurité. On est très sensible dès ce que l'association SOS Préma demande des statistiques, ou essaye de chercher à savoir comment évoluer les enfants au niveau de la prématurité. Donc il y a un suivi. On répond à ces questionnaires-là. Il faut savoir que nous, ayant beaucoup de contacts au CHU de Nantes, on reste très en contact avec les médecins. À ce que le suivi pour les prémas, ça reste un suivi d'1 an. Là, on est censé avoir des rendez-vous tous les ans pour eux. Sauf que en fait, sur 1 an, on a peut-être 2 heures de rendez-vous pour le médecin, donc 1 heure pour chaque enfant. Sauf qu'en fait, résumer 1 an de vie à 1 heure, pour nous, c'est impossible en fait. C'est trop court. Surtout 1 an de la vie de vos enfants. De mes enfants, c'est trop court en fait. Donc du coup, je demande aux médecins de temps en temps des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir qu'on puisse échanger, compléter et trouver des solutions pour avancer sur certaines choses. Parce que là, elle est nourrie par lait, mais derrière là, sa croissance ne commence à être pas assez suffisante. Comme un enfant classique, le lait ne suffit plus.
Il faut diversifier l'alimentation. Sauf qu'on ne sait pas comment elle va supporter cette diversification. Donc là, dans les prochaines semaines... Il y a des étapes qui sont difficiles à passer. Là, on était dans une étape où ça allait, on était plus calme, on a temporisé un petit peu pour tout le monde. Là, on sait que là, on ne va plus avoir le choix. Il va falloir changer l'alimentation pour pouvoir qu'elle puisse grandir et assouvir ses apports nourritures. Et donc du coup on va être obligé de changer de lait, certainement l'hospitaliser pour pouvoir que du coup il y ait un suivi meilleur, parce que nous on a dit non, on ne fera pas l'aller-retour tous les jours ou 2 fois par jour à la maison s'il y a quoi que ce soit, si ça ne va pas, pour voir comment elle supporte l'alimentation. Donc elle sera peut-être hospitalisée pendant une semaine, donc on va stopper, on va remettre un petit peu en pause. Voilà, c'est une des étapes de la vie de Candice. Après, Thiago, ça va être pareil, il va arriver dans la même période où on va essayer certaines injections pour ses jambes pour détendre les muscles. Et ça va être pareil, ça va être un petit peu compliqué sur cette période-là. Après, on nous prévoit éventuellement, si ça ne fonctionne pas, une opération pour lui. Donc, ce qui veut dire aussi de la mobilisation et puis donc une présence pour les deux et la grande fille. Hein. C'est ça, c'est tout le temps, il n'y a pas de pause. Et justement, vis-à-vis de l'asso, donc on disait c'est la sensibilisation, mais aussi collecter des dons, et de mobilité, des choses comme ça pour les enfants. Et puis les dons peuvent aussi participer à la création de ces studios, ou en tout cas à leur permettre de vivre, d'exister, ces studios au CHU qui sont indispensables. C'est important parce que faut imaginer qu'un enfant qui reste plusieurs semaines, voire des mois ou quelques années pour elle, en fait, le retour à la maison est très compliqué. On ne peut pas imaginer, en fait, si vous voulez, quand un enfant est entre guillemets scopé avec un écran où il y a toutes les données pour savoir s'il va bien. Passer du jour au lendemain à plus rien. Du jour au lendemain à plus rien. C'est beaucoup, nous, on l'a eu pour son frère. Au bout de 3 mois, il est 3 mois resté à l'hôpital. Au bout de 3 mois, il a fallu rentrer à la maison et ne plus avoir d'écran et ne plus savoir si tout va bien pour lui. Ça a été, les premières nuits ont été très stressantes. Oui, j'imagine qu'on ne dort pas très bien au début. Voilà, on ne dort pas très bien. Elle, on a pu réussir à faire une transition un peu plus simple avec des permissions. Mais parce qu'il fallait l'habituer à la maison, il fallait l'habituer à sa chambre, à son lit, à un environnement complètement différent. Qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle ne connaissait pas, parce qu'il faut savoir que madame a sa chambre attitrée dans l'hôpital. Et qu'elle ne peut pas aller dans une autre chambre. C'est une VIP. C'est une VIP, elle a ses infirmières, elle avait ses repères finalement pour la rassurer aussi. Parce que, comme on disait tout ce matin, j'avais un rendez-vous dans une mairie, on disait, en fait, si vous voulez, les premières années pour un enfant, on paramètre le cerveau, il voit... C'est important. On socialise. On leur apprend plein de choses. Et en fait, elle, ces 2 premières années de sa vie, c'est l'hôpital. Oui, c'est ça, elle ne connaît que ça. Elle ne connaît que ça. Quand elle retourne à l'hôpital, c'est son lieu. C'est entre guillemets sa maison. C'est chez elle. C'est chez elle. Donc, avec les années, ça viendra. Chez vous, ce sera chez elle. Oui. Et c'est déjà chez elle. Oui, mais elle aura toujours sa part. Je pense qu'on ne pourra pas lui enlever. Et nous, c'est son histoire. C'est son histoire. Ça fait partie d'elle. Quoi qu'il arrive, elle est restée 2 ans là-bas et ça restera une partie de sa vie. Et vous, en tant que parent, est-ce que vous êtes accompagné par la famille, par des proches, par des associations pour vous aider à tenir le coup? Parce que c'est H24, c'est pas un enfant que vous avez, c'est 2 enfants qui sont porteurs de handicap. Plus une sœur aidante. La grande va très bien au niveau de sa santé, mais pour autant c'est difficile pour elle de partager, où elle voit peut-être pas beaucoup ses parents qui sont souvent stressés, souvent inquiets. Quand elle sait que, et elle s'est inquiétée pour son petit frère et sa petite sœur aussi. Donc elle s'inquiétait, elle a vu à l'hôpital, elle a vu des enfants, elle a pris un peu de contact avec des enfants qui étaient malades aussi. Donc il faut lui expliquer que du coup, un enfant qui est malade là, si elle ne le voit pas dans 15 jours, on ne sait pas le devenir de l'enfant. Après, on ne sait pas forcément. Donc, elle crée des contacts. Elle a créé des contacts un petit peu avec des enfants qui étaient vraiment très très malades. Et c'est compliqué à cet âge-là de parler de la mort d'un enfant, ce qui c'est pas la suite normale de la vie en fait. Un enfant, c'est pas l'enfant qui doit partir en premier en fait. Pour moi, c'est pas un enfant qui doit décéder en premier au niveau de ses parents. Donc, et vous, pour revenir à vous, comment vous allez? Je ne me mets pas beaucoup en avant. Et est-ce que vous êtes accompagné également dans votre parcours? Alors, on n'est pas beaucoup en tant que parent, c'est très compliqué de pouvoir trouver un relais pour vraiment s'occuper de son enfant en situation de handicap.
Parce que il faut comprendre l'enfant en situation de handicap, connaître ses besoins, pouvoir faire des soins bien spécifiques pour elle. Donc les gens ont beaucoup peur, si vous voulez, elle a son petit bouton de gastrostomie. Les gens ont peur d'arracher tout ça, ce qui veut dire arracher le bouton ou perdre le bouton, ça veut dire tout de suite en urgence aller au CHU de Nantes. Donc savoir comment réagir là-dessus. Donc il y a très peu de gens, même à l'école, ça peut, en fait, ils se touchent pas. Voilà, ils peuvent pas, ils ont pas, ce que je comprends tout à fait. Donc en fait, si vous voulez, même les gens qui voient comment ça se passe, ils disent non, je préfère pas être touché parce que je veux pas prendre la responsabilité de faire une bêtise ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, on n'a pas, on n'a pas forcément beaucoup de familles. Ma femme a sa famille aux alentours, moi j'ai pas forcément ma famille aux alentours. Ma femme a sa famille aux alentours, donc du coup, elle a pu avoir un peu de relais, mais pour les grands-parents, c'est compliqué d'aussi admettre le handicap de leurs petits-enfants. De se dire, voilà, j'ai un petit enfant, c'est très bien, ça va être super. Là, non, c'est pas du tout, la même chose. C'est-à-dire que ça perturbe la vie au général, en fait, pas que les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, voilà. Tout l'entourage proche. C'est tout un système, c'est tous les gens qui tournent autour, en fait. Moi, dans mon entreprise, il y avait mon responsable a été... qui est toujours en contact avec moi, qui est resté impacté par ce qui s'est passé à la maison. Et du coup, ça l'a touché tout autant différemment que moi, parce que derrière mes absences, moi, non, là, le matin, non, en fait, ça va pas, dans la nuit, ça va pas aller. Ouais. Je t'envoie un message, ça va pas dans la nuit, je sais que mon enfant risque de se faire hospitaliser, demain matin, je pourrais pas être là. Donc voilà, quand on travaille, ça veut dire que l'entreprise aussi... mais soit elle est conciliante, soit malheureusement vous perdez votre emploi. On trouve il y a des systèmes avec la JPP qui permettent de pouvoir prendre des jours enfants malades. Mais ça, après, c'est pas suffisant. C'est de temps en temps, on est rémunéré moins qu'en étant au travail. Mais derrière, on a besoin aussi de ce repos-là, de prendre. Moi, je prends une journée par semaine pour m'occuper que de mes enfants et de l'association, parce que je suis tout seul à gérer. Et pour l'instant, je demande pas forcément aux gens je souhaite pas que les gens. Je préfère que les gens fassent des dons à l'asso plutôt que de faire des adhésions. Parce que le but, c'est pas de collecter des adhésions et de faire... parce que en fait, les parents créent tous leur petit assaut dans leur coin, et le but, c'est pas non plus de créer de se marcher les uns sur les autres, et chacun fait son petit combat pas dans son coin, parce que du coup, on a tous le même objectif. Chaque petite graine, de toute façon, permet de faire avancer aussi la vision qu'on peut avoir sur le handicap. Et vous, ça vous sort la tête de l'eau aussi un petit peu quelque part. En fait, du coup, on est vraiment écouté par des gens et des parents qui vivent la même chose, qui ont vraiment les mêmes soucis. En fait, on peut en parler à des gens qui ne connaissent pas le handicap, machin. Ils vont nous écouter et nous dire « Oui, je te comprends ». Non, tu ne peux pas dire que tu comprends. Passe quelques mois à l'hôpital, passe quelques jours à l'hôpital et tu verras ce qui se passe. Allez dans un service de réanimation, et nous, en tant que parents, on est resté quasiment 4 mois totalement pour elle. On voit des chambres de réa se vider au fur et à mesure, des parents pleurer dans le couloir. Nous, en tant que parents, on a encore nos enfants là. Donc on rentre dans le couloir, on baisse la tête et on ne croise pas malheureusement le regard des autres parents qui ont perdu leur enfant à côté. Même si notre enfant est malade, nous, on ne peut pas se dire on est super heureux, notre enfant va bien. Non, en fait, à côté, c'est compliqué d'avoir le sourire dans un service comme ça où les enfants perdent la vie et les parents pleurent à côté. Donc oui, on s'estime heureux que notre enfant va bien, mais derrière, moi je suis resté discret, je ne pouvais pas me dire, mettre plus en avant certaines choses que ça. Tu as perdu ton doudou. Comme dit, si tu fais tomber ton doudou, tu t'es endormi. Elle s'endort. Tu t'es endormi, Beauté. Elle s'endort au son de la voix de papa. En tout cas, merci beaucoup de nous apporter votre témoignage. C'est essentiel, c'est important parce que, effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas se mettre à votre place. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre. On peut être empathique, mais on ne peut pas le comprendre. Non, faut vraiment le vivre. L'écoute, c'est aussi important, j'imagine. Et ce besoin de témoigner de votre histoire. Besoin de témoigner, de transmettre les choses, de dire aux gens qui vivent ça, ça arrive à
beaucoup de gens au niveau des services de réa d'avoir des enfants, un soin intensif, machin. Et l'accompagnement, il existe des choses d'accompagnement derrière, mais c'est compliqué de trouver. C'est pas suffisant. Et après, nous, en tant que parents, c'est compliqué de faire les démarches et de se dire, voilà, il faut montrer l'enfant en situation de handicap, mais rapprochez votre micro un petit peu. C'est compliqué pour moi, ça me dérange pas d'en parler pour ma fille, mais derrière, je sais qu'il y a des parents, ça les embête de pouvoir parler du handicap de leur enfant, parce que parler de ça, c'est compliqué d'en parler devant tout le monde. C'est être vulnérable aussi, montrer sa vulnérabilité aussi quelque part. Mais si on n'en parle pas, on ne fait pas avancer les choses. On ne fait pas avancer les choses, on les met de côté comme pendant malheureusement beaucoup de temps, ils ont été mis de côté, voire même sacrifiés parce que ils sont pas valides, donc ça sert à rien, ils peuvent rien faire. Alors que de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit à la télé, de ce que font certains sportifs en situation de handicap, bien sûr, ils font des choses un peu plus impressionnantes que des personnes valides. Complètement, parce qu'ils ont une capacité à se dépasser et que le valide ne cherche même pas à trouver. Nous, on reste dans notre petit confort de personnes où voilà, tout va bien, on a tout ce qu'il faut. Non, eux, ils vont chercher plus loin les choses. Et ils ont besoin de plus de choses. Donc voilà pourquoi c'est important aussi de parler et de montrer tous ces handicaps-là. Donc elle, c'est pas forcément un handicap visible comme ça quand on la voit, mais ça reste une enfant, comme vous voyez, qui a des coups de fatigue. En même temps, il est tard aussi. Il est tard, mais bon. Il est tard, c'est l'heure de dormir. Hop là. C'est cool, Candice. Non, toujours pas. Les yeux sont fermés. Elle nous montre son visage. Comme ça, on peut voir le visage de Candice à la caméra avant que ça retombe. Avant qu'elle retombe dans le sommeil. Dans les bras de Morphée. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on a encore le temps de discuter? On en est où, s'il vous plaît?